aussi à la librairie L'Espérance et de Justice pour ce partage et cette générosité pour cette rencontre. Donc votre troisième roman, David Van, traduit en français, est Impur, paru en mars dernier. Et en quelques mots, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vais sans trop en dire planter le décor. Donc nous sommes au milieu des années 80, avec Galen qui a 22 ans et qui vit toujours avec sa mère, qui l'étouffe un petit peu, qui le couve et qui l'étouffe. Ils vivent tous les deux au rythme des visites quotidiennes à la grand-mère qui est en maison de retraite et qui a la maladie d'Alzheimer, et des visites du duo formé par la tante et la cousine de Galen qui les visite régulièrement, la tante réclamant une part de son héritage et la cousine provocante et allumeuse allume le feu chez son cousin. Galen n'a pas fait d'études, ne travaille pas et passe son temps à lire de la littérature New Age, lisant en boucle Le Prophète de Gibran et Siddhartha aussi, beaucoup. Qui partageait entre cette littérature-là et des revues pornographiques qui l'occupent beaucoup aussi. Donc, tandis que Sullivan Island et Désolation avaient pour cadre l'hiver glacial de l'Alaska, vous nous plongez avec Impur dans une Californie très chaude dans tous les sens du terme, étouffante, et qui porte le lecteur au bord de l'asphyxie. S'agirait-il d'Alban, des chaleurs de l'enfer? It is. It is. It's an inferno, and my next novel also is set in California. It's just 4 men on a hillside on a deer hunting ranch, and it gets even closer to an inferno. So, Oui, c'est tout à fait un enfer. Et ce roman-là, comme mon roman suivant, sont tous les deux se situent en Californie. Et ce sont 2 visions de l'enfer, sachant que dans mon prochain livre, ce sera une partie de chasse aux cerfs organisée en famille. I write tragedy, and Ampur is really the closest I've written to Greek tragedy, where it has dramatic unities are close to that. Very few characters, short amount of time, only 2 locations, a little bit of a third. And the characters are put under a lot of pressure until they break. And it's really a primary relationship between mother and son that's being examined. At the center of Greek tragedies is usually one primary relationship. Et j'écris des tragédies comme les tragédies grecques. Et ce roman-là est celui qui va s'approcher le plus de la forme de la tragédie grecque de tous mes romans, puisque j'ai une certaine forme d'unité dramatique. D'abord, le roman se passe pendant une très courte période de temps. Il y a peu de lieux qui sont représentés, 2 principalement dans ce texte, peu de personnages aussi, et je vais mettre une pression sur mes personnages à laquelle ils vont difficilement échapper. Et ce que j'essaie d'analyser dans ce livre, c'est une relation fondamentale qui lie les êtres humains. Donc ici, c'est une relation mère-fils. What I like about tragedy best is that the characters are not enemies. They actually love each other and are very close and need each other, but they end up destroying each other anyway. And they act unconsciously. They don't know why they're doing what they're doing. And they get into a kind of trap, but they can't get out of it because of who they are. Et ce que j'aime dans la tragédie, c'est que les personnages d'une tragédie ne sont pas ennemis les uns des autres. Au contraire, ils sont très proches les uns des autres, ils s'aiment véritablement, mais à cause de ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas faire autrement que de se faire du mal, de se blesser les uns les autres, et ils agissent inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils sont pris au piège de situations qui les poussent à agir mal. And I think that the natural goal or end of tragedy is a depiction of the inferno, that that's actually where all tragedies are heading, because essentially in the moment where the characters break, we test our goodness and our badness against them. And the inferno is an outward landscape that's supposed to be corollary to a felt landscape inside.
So it's a landscape of our badness. It's an investigation of that. Et la tragédie permet bien d'accéder à une certaine représentation de l'enfer. Parce que quand vous arrivez au moment où vos personnages sont en train de se briser, où ils sont en train de commettre le pire, c'est une manière pour vous d'évaluer ce qu'il y a de plus noir dans l'être humain et de vous évaluer par rapport à ça. Donc on plonge le lecteur au cœur de l'enfer pour qu'il mesure, et cet enfer devient une représentation extérieure de l'enfer une part d'enfer que nous avons aussi en nous. So I think, sorry to go on so long, but it's like one of my pet topics. Désolée de parler si longtemps, mais c'est... But I think that hell is not owned by the church, that it was actually built by writers and artists. At different times it had different structures. It was 2 parts or 3 parts or 4 parts. And it was the one place where writers and artists could express anything. The church controlled what you could say or draw about any other topic. But if you described hell, you were free to describe anything because it was hell. So it's a place of very free artistic expression, and many of my favorite books are depictions of the Inferno, including this one that you brought. This is a depiction of the American Southwest as an inferno. Et je pense, enfin, l'enfer, c'est un des rares lieux où l'Église n'est pas de pouvoir, en fait. Et c'est un lieu dont la représentation a été construite principalement par les artistes et les écrivains. Et alors, en fonction des différentes périodes, on a des enfers qui vont avoir 2, 3 ou 4 parties, mais c'est un espace où ces créateurs ont pu mettre ce qu'ils voulaient. Ils ont pu parler d'absolument tous les sujets à travers cette représentation de l'enfer, parce que l'Église a toujours contrôlé tous les sujets qu'on abordait, et il ne fallait pas dire telle ou telle chose parce que c'était l'Église qui imposait une certaine norme. Or, l'enfer, c'était un espace de liberté formidable, justement parce que c'était l'enfer, on pouvait tout y mettre. Et d'ailleurs, en littérature, mes livres préférés sont des livres qui offrent des représentations de l'enfer, et l'un d'entre eux, c'est Meridian Song, que vous aviez mis en avant, qui est donc un livre de Cormac McCarthy, qui donne une représentation du sud-est, southwest, sud-ouest américain, comme étant un enfer. Sorry. Right. Yeah, I think that the book is about how philosophy can lead to brutality. Oui, je pense que le livre parle de comment une philosophie peut conduire quelqu'un à la brutalité. And it wasn't my plan to write that. Writing's very unconscious for me, and I had no idea what the book would be about, or even if it would be a book. But by the end, when I was finishing the last pages, I realized that that's actually what it was about. C'était pas mon plan d'écrire quelque chose qui aurait ce thème. Enfin, quand moi j'écris, je ne sais pas, c'est très inconscient, je ne sais pas ce que je vais raconter et les thèmes que je vais aborder, mais il s'est trouvé quand j'ai fini ce livre que j'ai compris que c'était de ça que je parlais. So as Galen thinks he's heading toward transcendence, what's happening to his mother is getting worse and worse. And there's a big divide between what he thinks is happening and what's happening. Et plus Galen a l'impression d'accéder à une forme de transcendance, plus sa mère va mal en fait. Et en fait, il y a un énorme fossé entre la vision de cette espèce de réalité qu'a Galen dans l'esprit et ce que vit sa mère. So I was really new age in high school. I was a true believer. So I meditated and I walked on fire, like on coals. And I even tried to walk on water over and over with my arms out like this, thinking this time my feet will hold as I crashed into small mountain lakes and hot tubs, trying to walk on water and actually believing that it would happen. So I was a true believer, but what was actually happening is that I was becoming a selfish little monster. I didn't believe in the reality of other people's lives. Each person was teaching me a lesson on my path toward transcendence, and so they weren't quite real. So I really lost any kind of sympathy or empathy for other people.
Et quand j'étais au lycée, j'ai traversé une vraie période New Age, c'est-à-dire que je méditais, j'ai marché sur des charbons ardents, j'ai même essayé de marcher sur l'eau encore et encore, et voilà, j'avançais comme ça, les bras écartés, avec dans l'esprit une seule pensée que cette fois-ci, mes pieds allaient rester sur la surface de l'eau, et je me suis, comme ça, j'ai plongé dans un grand nombre de lacs de montagne, mais j'étais un authentique croyant. Et en fait, ce que ça a fait de moi, c'est que progressivement, plus ça allait, plus je devenais une espèce de monstre d'égoïsme. Parce que tous les gens qui étaient autour de moi n'avaient plus aucune importance à mes yeux. La seule chose qui importait, c'était comment ils pouvaient m'aider à m'engager sur la voie de la transcendance, etc. Et donc, plus j'avançais dans ma recherche spirituelle, moins j'éprouvais d'empathie et de sympathie pour les autres. And the violence in the book also comes from the grandfather, who's a very important character off stage. And this was the true material from my family. My grandfather beat my grandmother, the physical abuse, and that had a terrible legacy. My mother and aunt, there was favoritism. My aunt was not favored. My mother was the one who would make peace and was considered good, and there was a lot of anger between them. And so all of my books, I realized, are about these family legacies. And that's where a lot of Galen's violence is actually coming from, is from the legacy of his grandfather. Mais la violence dans le livre, elle vient aussi de la figure du grand-père. Alors c'est un personnage qui est comme un petit peu en coulisses du roman, mais qui apporte cette violence, et c'est là que mon histoire familiale a influencé ce livre, puisque dans la vraie vie, mon grand-père battait ma grand-mère. Et ça a donné un espèce d'héritage absolument désastreux pour la génération suivante, entre donc ma mère et sa sœur. Il y avait des tensions, du favoritisme. Alors ma mère était la préférée des deux, parce que ma mère était toujours celle qui faisait comme si rien ne se passait, celle qui voulait apporter la paix dans cette famille. Et donc il y avait des tensions très fortes entre ces deux sœurs. Et Galen, c'est un personnage qui est aussi l'héritier de toute cette violence issue du grand-père. Et il y a eu un vrai Galen dans votre vie, pouvez-vous nous raconter? Was it a real Galen? Yeah, my best friend in high school was named Galen, and he actually really helped turn my life around. For when my father killed himself when I was 13 with a gun, killed himself with a pistol, my father gave me all of his guns afterwards. They thought that would be a good idea. So I had his .300 Magnum rifle that I aimed at the neighbors with and shot out all the street lamps. And I had another rifle and 2 shotguns, and guns were my therapy for the first 3 years afterwards. Oui, alors Galen, en fait, c'est le nom de mon meilleur ami du lycée, qui m'a beaucoup aidé à me sortir de cette période un peu sombre que je traversais. Mon père s'est suicidé quand j'avais 13 ans, il s'est tué par balle, et ma famille n'a rien trouvé de mieux que de me léguer en héritage l'ensemble de ses armes à feu. Donc à 13 ans, j'ai hérité de 2 magnums, de 2 fusils de chasse, et la nuit, je sortais comme ça dans le voisinage, armée jusqu'aux dents, et j'allais tirer sur les lampadaires autour du voisinage. Et donc pendant 3 ans, les armes à feu m'ont servi de thérapie. So Galen really turned my life around, because I told everyone that my father died of cancer. For 3 years I lied about his suicide, but Galen I told the truth to. And then he took me to a theater group, and I started acting instead of shooting things. And so that was the beginning of things getting better. So to thank him, I made him the terrible character in this novel. Et Galen a fait un vrai déclic dans ma vie. Alors jusqu'à ce que je le rencontre, je racontais à tout le monde que mon père était mort du cancer. Je mentais en permanence pour ne pas avoir révélé son suicide.
Et quand j'ai rencontré Galen, bah, je lui ai dit à lui ce qui s'était vraiment passé. Galen m'a aidé, il m'a conduit dans un atelier théâtre et je me suis mis à jouer la comédie et j'ai arrêté les armes à feu. Ça a été ma seconde thérapie de jouer, de monter sur scène. Et donc voilà la manière que j'ai trouvé de le remercier. J'en fais ce terrible personnage du roman impur. And the character of Galen is half me and half him, and I'm the one behind most of the terrible parts. You know, I was the one who was thinking of transcendence, but actually just thinking of sex, and who has the terrible family with the history of violence in it, and became the selfish kind of monster. Galen is the one who had the eating disorders and really sank down into depression and didn't move on into his adult life. He became kind of frozen and didn't ever move on. Donc, mais le personnage de Galen du roman, en fait, c'est à moitié moi ce que j'étais et à moitié ce qu'était mon ami Galen. Et en fait, la pire part de ce personnage, elle vient de moi. C'était moi qui essayais d'aller vers la transcendance en devenant progressivement ce monstre d'égoïsme. C'était moi qui avais ce terrible passif familial qui apportait ça en héritage au roman. Donc la pire part venait de moi. De Galen, en fait, ce qui a inspiré le personnage de Galen, ça va être l'espèce de désordre alimentaire du personnage, et puis le fait qu'il tombe dans une forme de dépression et que c'est quelqu'un qui ne réussit pas à grandir, qui ne réussit pas à devenir un adulte, jamais. Vous avez dit au sujet de l'écriture d'impure et de votre famille maternelle qu'il aurait mieux valu arrêter les frais en ne faisant pas d'enfants. Yeah, I did say that. I remember in a couple of interviews that I come from two such terrible families that it's maybe better if I don't have children and our family lines just end. Is that the Yeah, thing? but if you don't didn't hear, you don't write. Si vous Right, n'étiez right. pas là, If I didn't have those families, I wouldn't have. vous êtes peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à cette façon. So maybe it was the best thing happened to his family. Oh, they wouldn't say that. My family would not agree with that. Oui, alors c'est vrai que j'ai dit ça, j'ai dit effectivement que je venais de deux familles, enfin ma famille côté paternelle et ma famille côté maternelle étaient si terribles que peut-être ce serait mieux que l'arbre généalogique s'arrête là, que je ne fasse pas d'enfants, qu'il n'y ait pas d'héritier de ces deux familles. Je me souviens avoir dit ça effectivement dans certaines interviews et je pense pas que ma famille dirait que je suis la meilleure chose qui leur soit arrivée, loin de là, ils sont vraiment très loin de le penser. Justement, peut-on savoir, sans être trop indiscrète, comment l'écriture de vos romans influe sur vos liens familiaux? Yeah, as I've said before in interviews, I do think that a writer is the worst thing that can happen to a family. That they have all of their shame exposed in many languages, and it's also been transformed into a more monstrous shape. You know, it's all fiction, nothing's true. It's taken some other, even more terrible shape in some ways. I actually find it a less terrible shape that it takes, but they find it to be a more terrible shape, I think. Oui, alors comme j'ai déjà dit aussi, je pense qu'un auteur, c'est la pire chose qui puisse arriver à une famille, parce que la famille va voir soudain exposé aux yeux du monde et traduit dans plusieurs langues leur pire honte et des secrets qu'ils voulaient taire. Donc eux, ils considèrent que en plus, je fais d'eux des monstres bien plus grands que ceux qui ne sont. Alors, bon, moi, c'est pas mon opinion. Moi, j'ai l'impression que, même si ce que je raconte dans les romans, rien ne s'est réellement passé tel quel, j'ai l'impression que ma famille est pire que ce que je décris. I think that writing is wonderfully redemptive. That it takes these ugly family stories from the past and transforms them into something beautiful. And I really do think that the descriptions of landscape, for instance, that
that the focus is an aesthetic focus. It's trying to focus on the beautiful. And I also think that tragedy in real life is meaningless, and that's what's terrifying about it. Whereas in literature, it's meaningful, it's coherent, it all fits together, and there's a kind of redemption in that. So I don't find tragedy depressing to read, and I don't find it ugly in any way. But I think my family reads it somewhat differently. I mean, they're very generous. My mother actually wrote me a generous note about the book, but I think that it's disturbing to them. Cela dit, je pense que l'écriture a quelque chose de rédemptif. Rédempteur, voilà. Excusez-moi, entre l'anglais et le français, des fois, ça donne rédemptive en anglais. Parce qu'en fait, le pire va devenir quelque chose de beau par l'écriture. Quand je m'inspire comme ça du pire et que j'en viens à décrire ces paysages, il y a un véritable but esthétique dans ce que je fais. Et donc voilà, dans l'écriture, on part de quelque chose d'absolument horrible pour en faire quelque chose qui est censé être beau. Et aussi, dans la vie réelle, les tragédies de la vie réelle n'ont aucun sens. Ça n'apporte rien à personne, une tragédie qu'on va vivre. Mais dans un livre, une tragédie peut devenir quelque chose de cohérent et qui va vous apporter quelque chose. Donc moi, je ne trouve pas que lire une tragédie soit quelque chose de déprimant, au contraire. Mais je pense que ma famille, évidemment, ne peut pas avoir cette lecture de mes livres. Cela dit, ma mère, quand elle a lu Impur, m'a écrit un mot très très généreux en me disant que c'était formidable ce que j'avais fait. And what I usually think too is that if they didn't want to be written about, they could have behaved better. Et ce que je me dis toujours, c'est que s'ils n'avaient pas voulu être dans mes livres, ils n'avaient qu'à se comporter un peu mieux. Tout à l'heure, vous en avez parlé, mais j'y reviens. La nature, tout comme la famille, est un lieu vraiment hostile dans vos romans. Alors que vos personnages aspirent à vivre en harmonie avec la nature, ils ont l'illusion qu'ils pourraient y arriver. C'est le cas pour Jim dans Second Island, Gary dans Désolation et même Galen dans son trip New Age dans Impur. Ils sont invariablement renvoyés à leurs propres échecs, à leurs propres faiblesses. Quelle importance donnez-vous à la nature et au paysage dans votre écriture? Yeah. Well, these characters have romantic dreams, which come really from literature, which come from British romantic poets like Blake and Wordsworth, and then American transcendentalists like Thoreau and Emerson. And I was very influenced by Walden when I was 15 years old. I thought it was very beautiful. We all read it in high school. And in that, well, I guess I translate that by that. Oui. Ce rêve de mes personnages, c'est un rêve très romantique en fait qui leur vient de la littérature et alors de tous les poètes romantiques anglais comme Blake et Wordsworth et les transcendentalistes américains comme Thoreau et Emerson. Et moi, quand j'étais gamin, j'ai lu Walden et je trouvais ce livre absolument formidable et tout le monde le lit au collège aux États-Unis. In the romantic dream, there's a desire to return to innocence. It's a desire to return to the Garden of Eden, essentially. To burn away experience and suffering and go back to a mind of innocence in which nature connects to imagination, and they're actually the same faculty. And so Gary in Desolation is the one who most has this dream, who wants to build the cabin as the outward shape of himself and to find his better shape and to connect to nature. Et dans ce rêve romantique, mes personnages voient le retour à la nature comme une espèce de retour à l'innocence, parce que la nature devient une forme de paradis perdu, d'Éden, et ils veulent se défaire de toute leur expérience, de tout ce qu'ils ont appris précédemment, pour accomplir ce retour à la nature, parce que la nature et l'imaginaire rentrent en connexion l'un et l'autre pour leur apporter révéler le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est Gary, de tous mes personnages, qui poursuit le plus cette espèce de rêve. So the New Age movement is Buddhism, which has been converted by being blended with this American and British romantic dream.
pulling from Blake especially. And so it's really a changing of Buddhism into a romantic dream of immersion in nature. Et le New Age, c'est en fait une forme de bouddhisme qui aurait été remodelée par les philosophies britanniques et américaines de la nature. Donc on a une espèce de bouddhisme adapté aux États-Unis et chargé de toute cette influence de Blake. And the New Age is a perfect American religion because it's all about the individual. Anyone in the New Age movement says that they're not a part of a religion, that it's just their personal spirituality. But they're all doing and saying and thinking the same things. They're all part of a religion. So it's really perfect for Americans. They can have their own religion. It's just about them personally. Et le New Age, c'est une relation qui est très américaine parce que c'est extrêmement individualiste. Alors tous les gens qui sont New Age vont vous dire que ce n'est pas une religion, mais ils partagent tous les mêmes croyances, ils agissent de la même manière, etc. Donc c'est un mouvement religieux où finalement chacun n'est orienté que sur soi et n'est censé ne rien partager avec les autres. Donc c'est vraiment la parfaite religion américaine. J'avais préparé, David Van, une question sur la cabane comme personnage récurrent dans vos romans. Mais j'ai lu quelque part que ça commençait à vous énerver et que la prochaine fois, les personnages font du camping. Exactly. Yeah, I've been very upset about the cabins because there was a critic in England who said that I wrote the same book 3 times because it all has cabins. And this is such a bias. No New York writer has ever been accused of writing the same book 3 times because they had New York apartments, or a Parisian writer because Paris was in 3 books. You don't say that those 3 books are now all the same. You know, it's crazy. The books actually are completely different in literary form, in the main relationship, in the style. So I will never use a cabin again. Now they're sleeping on the ground in the next book. Oui, alors ça m'a vraiment beaucoup énervé parce que j'ai un critique en Angleterre qui a dit que j'avais écrit 3 fois le même livre parce que dans tous mes livres il y avait une cabane. Et ça m'a révoltée parce que jamais on ira dire à un auteur new-yorkais que parce qu'il y a un appartement new-yorkais dans tous ses romans, il écrit toujours la même chose, ou à un auteur parisien que puisque Paris est au centre de tous ses livres, bah, c'est toujours et encore le même livre. Donc c'est complètement fou d'avoir dit une chose pareille. Et en plus mes 3 livres sont très différents, c'est pas les mêmes relations entre les personnages qui sont explorés, la forme est différente, le style est différent, donc ça m'a tellement énervé que la prochaine fois mes personnages n'ont pas de cabane, ils dorment par terre. Vous avez dit de vos romans qu'ils étaient vos monstres, et vous avez dit aussi si je n'écris pas, vous avez dit si je n'écris pas, je suis comme une bombe. You really did a lot of research. You're scary. Vous avez vraiment fait des recherches, vous faites un peu peur. So, yeah, I think, I do think that as a child, I had a criminal mind. When I trashed our neighbor's house in Alaska with all the contents of their refrigerator, I put pickles in the fish tank and yogurt on the couch and ketchup and mustard down the hallway. When I came out of the house, I could see that their car was driving up the hill. So I turned around and walked toward the house so that when they arrived, it looked like I was just arriving, not leaving the scene of the crime. And that's when I was 4 years old. So I feel like crime was a possible career path for me. Oui, je pense qu'en fait, je suis née avec un esprit criminel. Je l'avais quand j'étais petit. Je me souviens d'une fois où j'étais rentrée chez mes voisins, comme ça, qui n'étaient pas chez eux, en Alaska, et j'avais commencé à mettre le bazar dans toute la maison avec le contenu de leur réfrigérateur. J'avais pris les cornichons pour les répandre sur le buffet, j'avais étalé de la moutarde sur le canapé, etc. Et ensuite, j'étais sortie, et là, j'avais vu leur voiture arriver, et du coup, j'avais fait demi-tour pour faire comme si j'allais jusqu'à leur maison, et pas comme si j'en sortais. Donc, et là, à ce moment-là, je n'avais que 4 ans. But yeah, I'm happy that I'm writing instead of
doing that. And I really did have a double life after my father's suicide, where with the guns I was aiming at the neighbors and shooting street lamps, but I was also going into all their houses. And I didn't steal anything, but I was kind of cataloging all the stuff of their lives. And I really didn't feel any kind of boundaries. I felt that it was fine for me to go into their houses and look at their stuff. So I had a very frightening 3 years there where I had a double life. I was a straight A student in school. Everyone thought I was fine, but actually I was leading this other life. And I also knew that I had to work alone, otherwise I would get caught. So I did have a kind of scary 3 years there. Oui, alors je pense, cela dit, que ça me fait beaucoup de bien d'écrire aujourd'hui et que ça m'a aidé. Juste après le suicide de mon père, j'ai eu vraiment une double vie. Alors je ne sortais pas seulement dans le voisinage avec mes flingues comme ça pour tirer sur les lampadaires, mais je pénétrais par effraction dans les maisons du voisinage et je volais rien, hein, mais simplement je faisais le catalogue de tout ce qu'ils avaient chez eux et j'explorais comme ça leur vie privée aux uns et aux autres. Et j'éprouvais pas de culpabilité à faire ça, c'est-à-dire que ça me semblait normal de visiter comme ça les maisons des autres. Et c'était vraiment une double vie parce que ça c'était la nuit et pendant la journée j'étais un élève parfait, j'avais des A partout et tout le monde pensait que j'allais bien. Donc c'était vraiment une double existence. Il vous a fallu des années pour aboutir à Sequoia Island, 5 mois non-stop pour écrire Désolation. Comment s'est passée l'écriture de Sequoia Island, I actually wrote very quickly, but I wrote it at the end of 10 years of writing about my father. So it's not exactly true to say I spent 10 years writing that book, right? I said that at first in interviews, but then I tried to correct more and say that for years I just threw everything away. And slowly I kept a couple of short stories. And then at the very end of the 10 years, I wrote Sequoia Island very quickly. I wrote half of it in 17 days, sailing from California to Hawaii. And then in the next couple of months I finished it. So everything that I've ever published was written quickly and essentially not changed. No scene added or cut or moved. I only do line edits. Oui, en fait, Sequoia Island aussi, je l'ai écrit très rapidement. J'ai passé 10 ans à écrire sur la mort de mon père. Et pendant ces 10 années, j'ai jeté pratiquement tout ce que j'écrivais. C'est qu'au bout de quelques années que j'ai commencé à garder quelques nouvelles. Et puis, à la fin de ces 10 années, j'ai écrit Sequoia Island. Donc, c'est pas tout à fait vrai de dire que j'ai mis 10 ans à écrire Sequoia Island. Ça a été un long processus. Et en fait, la moitié de Sequoia Island, je l'ai écrit en 17 jours. Je naviguais de Californie à Hawaï. Donc, j'ai écrit sur le bateau. Et ensuite, il m'a fallu 1 mois après pour finir le livre. Mais tout ce que j'écris, je l'écris très très vite. Et quasiment sans aucun changement après. Je ne vais pas rajouter de scène ou échanger telle partie avec telle partie, etc. Je fais juste des corrections de forme sur le texte. So, Désolation, Empire, and the next novel were each 5.5 months of writing every day. And they came so fast and easily because they had been waiting for a long time. Désolation, I had started 12 years earlier and wrote 50 pages and then stopped. So there was a long waiting time. Empire is the same material as the second short story I ever wrote, which was more than 20 years ago. And then the next one, Goat Mountain, is the material of the first short story I ever wrote more than 25 years ago. So they came quickly, partly because I had failed with them before and they were waiting for a long time. So it was like picking the low-hanging fruit. Et Caribou Island, Impure et Goat Mountain, c'est 3 romans que j'ai écrits en à peu près 5 mois et demi, mais en écrivant tous les jours. S'ils ont été très faciles à écrire, très rapides à écrire, c'est aussi parce que
finalement je les portais en moi déjà depuis un moment. Désolation, c'est un livre que j'avais commencé 12 ans plus tôt, j'avais écrit 50 pages et je m'étais arrêtée. Dans Impur, je reprends les sujets, les matériaux que j'avais utilisés pour la deuxième nouvelle que j'ai jamais écrite de toute ma vie. Et dans Goat Mountain, mon prochain roman, c'est la première nouvelle que j'avais écrite qui a inspiré ce livre. Donc en quelque sorte, c'est des livres qui sont venus vite parce que c'est des livres que j'avais essayé d'écrire précédemment et que j'avais échoué à écrire. Vous dites aussi que votre écriture est inconsciente et que vous vous laissez porter par l'inconscient. Pourtant, il semble que vos romans soient très construits, avec une structure... There's a lot of pattern to the unconscious, which is really surprising to me. The first time I experienced that was with Sukwon Island. I thought that the father's suicide would end the book. That's what I was writing to. Something else happens in the middle which changes everything. And it was only after writing that moment that I reread the pages, and it was like seeing them for the first time, like someone else had written them. I could see all this pattern and structure leading to that moment. And so that's when I first understood how unconscious writing is and how much pattern and structure there is to the unconscious. So now I don't write with an idea or a plan or an outline, and I just rely on that unconsciously it will all fit together and have a structure. Oui, mais il y a une organisation à l'œuvre dans l'inconscient. Et ça, je l'ai compris quand j'écrivais Sukwon Island, puisque dans Sukwon Island, j'étais persuadée que j'étais en train d'écrire un livre qui allait se terminer par le suicide du père. Il y a quelque chose de complètement différent qui se passe au milieu du livre, et je n'avais absolument pas prévu d'écrire ça. Et je l'ai écrit pourtant, et après j'ai relu toutes les pages que j'avais écrites précédemment, et j'avais l'impression que c'était logique, que tout le roman menait à ce moment-là et qu'il n'y avait pas de surprise finalement. Donc c'était un petit peu comme si je voyais, que je lisais le roman pour la première fois, comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Et c'est là que j'ai compris à quel point il y avait une structure, une cohérence, un sens, même dans ce qu'on apportait d'inconscient. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'idée quand je me mets à ma table de travail, je n'ai aucun plan, mais la structure vient d'elle-même. So the way I think it happens is that there's discipline, which is that it's every morning, 7 days a week, without taking any break. And so each day can kind of push into the next. And then there's education, which is having studied many novels and short stories, and also novellas, which is the particular form that I write in. It has kind of 2 points of crisis, smaller than a novel, and plays. And so there's all the structures from all of those. And then studying language, having studied Latin and German, and I'm translating from Old English now, from 1,000 years ago, every day. All of that combines with these stories from the past that have been changing shape for 30 years, and the unconscious makes an act of transformation on the page of those stories into those literary forms. So that's my understanding now. Oui, la manière dont je pense que l'écriture fonctionne, c'est qu'en fait, bon, d'abord, il faut de la discipline, c'est-à-dire que j'écris 7 jours sur 7, tous les matins, quand j'écris un roman. Ensuite, il y a le bagage culturel, l'éducation qu'on a. Moi, j'ai étudié la littérature, j'ai lu énormément de romans, de nouvelles, j'ai étudié ces formes littéraires et aussi la forme de la novella que j'ai choisi d'utiliser, qui est en fait comme une double nouvelle avec 2 points de crise principaux dans la structure. J'ai aussi étudié les langues pour toute la partie linguistique et voilà, donc j'ai étudié le latin, l'allemand, et aujourd'hui je suis en train de traduire un texte de vieil anglais. Donc
tout ça, ce bagage, combiné avec mes histoires personnelles, avec ce passé sur lequel mon inconscient travaille depuis des années, voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être l'auteur que je suis. And the point of focus for me when I'm writing, the way that it happens, is to describe landscape, to describe place, because it's a form of the unconscious. It's like a Rorschach test. A forest or water doesn't have any meaning on its own, so we fill it with meaning. It's a place that the unconscious can fill. So that's the point of focus. That's how it all can come together, is to just try to see and describe the place. And then the inside lives of the characters come from the place. Et la manière dont moi j'arrive à concentrer tout cela, c'est à travers le paysage. Parce que en fait, le paysage, c'est quelque chose qui n'a pas de sens en soi. C'est un petit peu comme les thèses de Rorschach, ces tâches d'encre auxquelles on essaie de donner une signification en psychologie. Bah, c'est pareil, une forêt ou de l'eau n'ont aucun sens quand on les comprend comme ça. Simplement, notre inconscient va les remplir de signification, va apporter quelque chose à ces éléments, ce qui fait que quand je les décris, je vais me retrouver à décrire la vie intérieure de mes personnages derrière ces paysages. Je vais vous poser une question au sujet du sport d'armes aux États-Unis. Vous avez expliqué que vous aviez eu des armes en France, ça vous paraît totalement inconcevable. So do you have like another hour? I talk too long about guns in America, and I can't stop once I start pretty much, because I guess I'm just so frustrated about America and guns. And I wrote a book about a school shooting, and so I did a lot of research for that. Oui, alors quand on me lance sur le sujet des armes aux États-Unis, en général, je ne peux pas m'arrêter, je vais parler pendant des heures, parce qu'il y a beaucoup de frustration j'ai beaucoup de frustration par rapport à cette question aux États-Unis. J'ai écrit un livre sur une tuerie dans un lycée américain, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. So I'll try to keep it short. So, in America, the gun lobby has tremendous power, the National Rifle Association. And they have a mentally ill, paranoid belief at the core of their political belief, which is that the federal government wants to enslave us all, and the first step is to take away our guns. And so that's why we can't have any gun control. We all have to have absolute freedom to have assault rifles with huge magazines and 50 caliber sniper rifles and everything else that you can buy in the US. Glock 19s that are the most deadly in all the shootings. Oui, alors aux États-Unis, le lobby des armes est quelque chose d'absolument épouvantable et qui repose sur une maladie mentale qu'ils prennent comme une conviction politique et qui veut que l'État, la structure de l'État veut vous retirer vous aliéner en quelque sorte. Et donc, vous devez être capable de vous battre seul, indépendamment de l'État à tout moment, de vous défendre vous-même, d'être indépendant de cet État. Et donc, vous avez cette liberté d'avoir un arsenal militaire chez vous, des fusils militaires avec tout le chargeur rempli pour pouvoir vous défendre contre cet État. So the Supreme Court in June 2008 supported that paranoia against the city of Washington, D.C. And because of that decision, we will never have gun control unless we actually repeal the Second Amendment, the right to have guns. And that, of course, will never happen in the US. Et en 2008, aux États-Unis, la Cour suprême a donné raison à cette espèce de paranoïa des armes contre l'État de la ville de Washington. Et donc, la ville de Washington ayant perdu,
on se dit qu'il n'y aura on ne pourra pas avoir de contrôle des armes à feu aux États-Unis maintenant, sauf si on révoque le second amendement de la Constitution, et ça c'est quelque chose qui ne se produira jamais. So what happens after each school shooting is that there's a lot of like hand-holding, reassuring ourselves that we're all good people and that the shooter is a freak who says nothing about us. But the book I wrote about the school shooting was about how we actually have millions of Americans who are at risk of becoming shooters, that they have all the same risk factors. And they're actually very easy to profile, but we just have no desire to do anything about it, mostly because it's our veterans who are the largest group of potential shooters. All the shooters who are old enough to have served in the military have served in the military. And you can't, in America, go against the military or go against veterans, so you can't begin to do anything about the people who you would profile. Et ce qui se passe après chaque tuerie dans des lycées, dans des écoles aux États-Unis, tout le monde se serre la main, se prend dans les bras, etc., en se disant que on est tous des gens bien et que c'est terrible ce qui est arrivé et que le type qui a fait ça était vraiment un monstre, un fou complet. Simplement, il se trouve qu'aux États-Unis, il y a des millions de personnes qui pourraient être ce genre de monstres, et tous les tueurs ont le même profil, les mêmes caractéristiques, et on pourrait donc définir un espèce de profil à risque. Simplement, jamais les États-Unis ne le feront parce que l'une des caractéristiques de ce profil, c'est que les vétérans, les anciens militaires sont des personnes à risque, et il se trouve qu'effectivement dans toutes ces tueries, tous les tueurs qui avaient été assez âgés pour avoir servi dans l'armée avaient servi dans l'armée. Mais aux États-Unis, on ne peut pas s'élever contre la puissance militaire, on ne peut pas la remettre en question. C'est pour ça que jamais on ne questionnera une population à risque qui pourrait devenir dangereuse. Est-ce que ce texte sera traduit un jour en français? So this book is going to be translated in French? I think so. I think that September next year, when Gaumeister publishes the next novel, that they'll publish this nonfiction book at the same time, that will come out with two books. Because I have too many books now, and we don't know when to do any of the nonfiction. And these two actually have a strong connection, because it's a hunting trip with guns in the novel, and in the book about the school shooter, I include some of my memoir, including telling the true story about hunting and about guns and inheriting my father's guns. So they would form an interesting conversation, the two of them, non-fiction and fiction, about a similar topic. Oui, je pense qu'il sera publié en fait en même temps qu'au prochain roman, donc Goat Mountain, qui devrait sortir en septembre, pas cette année mais l'année suivante en France. En fait, il se trouve que j'ai trop de livres écrits aujourd'hui, et que on ne sait plus quand les publier, et on ne sait pas quand publier mes livres de non-fiction. Et il y a des liens très forts entre mon livre sur la tuerie aux États-Unis et ce livre Goat Mountain, parce que dans Goat Mountain, c'est donc l'histoire d'une partie de chasse en famille, et donc la question des armes à feu est présente, et dans le livre sur la tuerie, j'ai inclus aussi des passages où je raconte ma propre histoire, mon rapport à la chasse, le fait que j'ai hérité des armes de mon père, etc. Donc finalement, c'est deux livres qui rentrent en conversation l'un avec l'autre. Pour terminer, parce que je ne vais pas trop vous retenir, après toutes ces tragédies personnelles et littéraires dans votre vie, vous traversez depuis quelques années comme un conte de fées avec votre réussite et la reconnaissance de vos lecteurs. Donc je me demandais si cela était possible qu'un jour ça ressurgisse dans votre écriture, ce conte de fées. Yeah, right now I'm actually writing a comedy. It's not as in haha, but no one dies in the end, and it all comes together. It's supposed to be triumphant in the end. And I was actually really
I guess, sort of encouraged or inspired by the recent French movie Intouchables to try to write that love story structure where there's an unlikely relationship and they create something beautiful together and then they're separated and then they come back together. It's a very traditional love story structure. And so I'm writing it now with a 10-year-old girl with an old man who turns out to be her grandfather. We don't know that at first. And they're at a public aquarium looking at fish in Seattle. And her mother, the girl's mother, is going to have to learn to forgive her father so that her daughter can have a grandfather. So that should be the beautiful, triumphant, heartbreaking thing by the end. It all works out well. Oui, alors en fait, il se trouve que là, en ce moment, je suis en train d'écrire une comédie. Alors, c'est pas un texte hilarant, hein, mais simplement, c'est un texte où à la fin, bon, d'abord, personne ne meurt, et puis à la fin, les bons sentiments triomphent. Et j'ai été inspirée par le film français, justement, qui est Intouchable, parce que c'est un film qui a une structure parfaite d'histoire d'amour, c'est-à-dire que vous avez deux personnes très dissemblables qui se rencontrent, ensemble, ils forment quelque chose un couple très beau, ils créent quelque chose, une relation formidable, et puis il y a une séparation et ces deux personnages se retrouvent à la fin. Et c'est une structure très classique des histoires d'amour, et moi, ça fait longtemps que je veux écrire ce genre de choses. Donc là, ça sera l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui va rencontrer un vieil homme qui se trouve être son grand-père dans un aquarium public à Seattle. Ils regardent ensemble les poissons, et alors la mère en fait de cette petite fille va devoir apprendre à pardonner son père pour que le père, pour que sa fille puisse avoir un grand-père. Et donc à la fin, l'amour triomphe et on a le cœur ému et tout est beau. So it's the first time I've had an idea for what will happen, and so that may not work for me, but I still don't know each day what they'll say or do. I don't know all the scenes that get there, and so I think maybe it's still an open enough form that maybe it'll happen. I have just 60 pages now. Bon, cela dit, c'est la première fois que j'écris en ayant un plan de ce qui va se passer d'ici la fin, donc peut-être que ça va pas du tout se marcher comme ça. Mais encore, chaque jour, je ne sais pas quand je m'assieds à ma table ce que je vais écrire. Donc, bon, je sais pas, peut-être que c'est une forme qui est suffisamment ouverte pour que ça fonctionne dans le sens où je veux l'entendre. Mais... But before you get to read that one, if you want to read it, you have the next novel, which is Goat Mountain, which is a tragedy, and then the one after that is about Medea, set 3,000 years ago, and she's the destroyer of kings. Mais alors, avant que vous puissiez lire ce livre que je suis en train d'écrire, il a seulement écrit 60 pages, vous aurez à lire donc Goat Mountain, qui est effectivement une tragédie, et ensuite j'ai écrit un autre livre qui parle de Médée, et voilà, qui donc se passe il y a 3000 ans, et où elle détruit les rois. Merci beaucoup, David Pan. Merci. Merci à tous d'être venus rencontrer David Pan. Et je vous invite à venir boire un verre et prolonger la rencontre. Thank you. Merci beaucoup. Oh, I love this. I think this might be the first French edition. Have you read this? No. Oh, you should. This is the best book. Yeah, this one's amazing. It's very good. Yeah. I actually wrote mine before he wrote his, but he got his published first. A lot of people think I was influenced by The Road, but I actually wrote it long, long before he wrote The Road. And I wouldn't have written mine if The Road had already been published, because it would seem too similar. But he was getting published.